Vous la connaissez par ses interviews, Judith Belair nous offre un nouveau rendez-vous récurrent, Sens et Confidences, un format subtil et délicat où elle amène ses invités à parler d'eux autrement. Aujourd'hui, changement de décor, c'est à la maison que ça se passe pour découvrir ce qui la touche et ce qui la révèle. La jeune blonde du 6e arrondissement de Paris, je me suis mise à rapper. Plus il me montrait du doigt, plus j'y allais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, j'ai plus les blocages que j'avais quand je chantais. On va dire ça comme ça. Du coup, j'ai fini par négocier de rentrer au studio Berceau. En fait, on grandit quand on comprend qu'il faut tailler sa pierre. Bonjour Judith. Bonjour Julie. Bienvenue chez moi. Merci. Tu es animatrice, journaliste, radio Ouais. principalement. Aujourd'hui, tu arrives sur la toile avec ce nouveau format. C'est un format intime, chez moi, dans mon canapé, donc c'est sûr que ça me ressemble. Mais alors même, ça me ressemble presque un peu trop, c'est un peu troublant pour moi. Parce Pourquoi ? que j'ai plus la barrière du média. J'ai plus la barrière de la structure radio. En fait. Et c'est quoi la différence du coup entre l'exercice que tu connais déjà, le média, et ce que tu fais aujourd'hui ? Une émission en radio, ça se prépare vraiment en termes d'actualité, d'infos sur l'invité, etc. etc. Quand tu as un temps imparti en radio qui te reste 15 secondes, tu es obligé de couper. Ce format Sens et Confidences sur lequel toi tu m'as amené, c'est intéressant parce que c'est toi qui m'as amené là. Je savais même pas ce que j'allais faire avant de le faire. C'est-à-dire que là, il n'y a plus le conducteur. Le conducteur, c'est ce qu'il y a sur la table, donc les objets et la nourriture qui sont suggérés par les conversations que j'ai avec les invités. Mais c'est totalement hors cadre pour moi. Et c'est très intéressant parce que du coup, comme ça crée forcément une forme de retour à moi-même, d'intimité, puisqu'on est en plus chez moi, et c'est ce que ça provoque chez les invités. Donc t'es très très forte, Julie. Surtout toi, parce que du coup, là, t'es partie sans filet. Ouais, mais je t'ai fait confiance, en fait. Et du coup, comment ça s'est passé dans ton esprit, le switch comme ça, de se dire, bah tiens, on va lancer ce truc-là et... Je pense que ça, c'est aussi toi qui me l'as suggéré, parce que c'est vrai que j'ai une certaine image, qui est une image radio, une image pro, ce que tu veux, mais qui est une image un peu coincée dans le temps. Ça fait 7-8 ans que j'ai cette image-là. Les gens ne connaissent pas le panel aussi de ce que je fais, de mes possibilités, et je fais beaucoup d'autres choses à côté. Toi, tu as un regard à 360 degrés qui m'a permis de me dire que c'était intéressant de révéler qui j'étais. Parce qu'en plus, j'ai tendance à toujours mettre les autres en avant, et j'aime pas trop parler de moi. Et pourtant, toi, tu es une artiste plurielle. Pour arriver à switcher d'un sujet à un autre, comme tu le fais, avec des invités qui viennent de tout horizon, je veux dire, là, tu n'es pas dans un podcast vidcast où tu as que des artistes musicaux, ou que des sportifs, ou que des politiques. Tu es vraiment en 360. Et du coup, tu as aussi cette intelligence et ce savoir-faire pour arriver à naviguer d'univers en univers. Les gens qui arrivent comme toi à faire ça, parce que c'est une performance, très très souvent sont polyvalents. Sont inspirés par pas mal de choses. Et moi, j'ai envie de savoir quel est ton parcours. À partir d'où ? À partir du début. C'est une longue histoire. Où t'es parti pour arriver là où t'en es aujourd'hui ? J'étais une cancre. Une cancre. Absolue. La seule matière où j'étais bonne, c'était le français. Donc j'ai explosé mon bac français. Et ensuite, j'ai dit à mon père que je voulais être styliste. Donc ça a été un long combat parce qu'il ne voulait pas du tout que j'arrête les cours. Il voulait que je passe mon bac. Et du coup, j'ai fini par négocier de rentrer au studio Berceau, qui était l'école par essence absolue de la mode et de la haute couture à l'époque, qui était dans le 10e, où j'ai fait mes armes en tant que jeune apprentie styliste. Qui m'a permis par là même de faire des stages chez les plus grands créateurs. Asdine Alaya, enfin, tu vois. Jérôme Lullier, j'ai bossé au L à l'époque. D'ailleurs, j'avais rencontré Carla Bruni à l'époque aussi, qui avait été adorable, j'en ai un très bon souvenir. C'était une époque où, je me faisais un peu exploiter, mais en même temps, c'était mon kiff, quoi. Et puis en fait, au bout d'un moment, après, j'ai travaillé beaucoup dans la mode, mais plus dans des bureaux de presse, et je me suis rendu compte que j'étais pas à 100%. Et quand moi, je suis pas à 100%, j'y arrive pas, en fait. Et la mode, c'est un métier où il faut être ultra passionné, quoi. Donc, je suis allée passer le bac en candidat libre que j'avais pas. J'avais 20 ans. J'ai eu mon bac. J'ai eu de la chance, on va dire. À côté de ça, j'avais commencé la danse hip-hop. J'avais fait beaucoup de danse moderne jazz entre mes 7 et mes 12 ans. Et ensuite, à partir de 12 ans, j'ai fait beaucoup de hip-hop. Donc, j'ai rencontré tous les gros danseurs de l'époque, les Oppossi, les Actuelle Force, tous les gros groupes début des années 90. De là, j'ai commencé à rencontrer tous les gens qui faisaient le hip-hop de cette époque. Donc, je me suis testée, moi, la jeune blonde du 6e arrondissement de Paris, je me suis mise à rapper. Mais j'ai encore des vieilles cassettes. Pendant que je faisais l'école, j'avais aussi la musique, etc.
Et en fait, à côté de ça, j'ai fait une école de théâtre à ce moment-là, pendant 1 an, qui s'appelait Les Enfants Terribles, que j'ai fait à 20 ans, que ma gentille maman a bien voulu m'offrir. J'étais terrorisée, terrifiée par la scène. Et donc, ça m'a appris à me jeter dans le bain, quoi. Après, je suis allée faire un stage à New York. Et j'ai eu le grand honneur d'assister à 2 cours à l'Acteur Studio dans l'église, donc au 4e rang, parce qu'en fait, au-dessus du 3e, t'as pas le droit de parler ou de poser de questions, donc on était les invités juste pour voir. Et là, j'ai eu la grande chance de voir Gina Roland faire un cours, ainsi qu'Al Pacino. Mais j'ai très vite compris non plus que ça m'allait pas, parce que la dépendance dans laquelle se trouvent les artistes de la scène en général est quelque chose qui me terrifie totalement, puisque je suis quelqu'un qui adore être au rêne de sa vie. Donc j'ai continué la musique, j'ai fait beaucoup de titres, je dois avoir 40 maquettes qui servent à rien. Non, ça sert toujours. C'est l'expérience. Ouais, c'est sûr. Vers 24 ans, ouais, j'avais 24 ans, bientôt 25, je me suis dit que ça suffit, parce qu'à côté de ça, je faisais des jobs je faisais de la restauration, j'ai fait barmaid, hôtesse, enfin tout ce que tu peux imaginer comme job dans la restauration, je l'ai fait. Dans tout type d'établissement, du très haut luxe à la rue de Lappe, donc voilà. Et puis au bout d'un moment, j'en avais marre et je me suis dit qu'il fallait que je prenne un vrai job parce que c'était facile de vivre d'expédient, mais bon, à 25 ans, on se réveille un peu. Et donc, je me suis représentée chez une dame qui tenait un bureau de presse dans lequel j'avais fait un stage et qui m'a fait passer cadre, en fait, direct. J'ai eu un espèce de coup de chance de dingue. Et voilà, et j'ai dirigé la mode là-bas pendant un certain temps. Ça s'est arrêté, on va dire ça comme ça. Je suis pas faite pour avoir un patron, je crois. Et quand ça s'est arrêté, j'ai monté ma boîte. Voilà. Et là, à peu près à ce moment-là, entre le moment de l'arrêt, le moment où je monte la boîte, les 2-3 premières années, je continue un peu la musique. Et puis à un moment donné, j'ai complètement arrêté. Je suis devenue maman aussi. C'est déjà un beau projet. Au départ, j'ai plein d'amis qui étaient dans le street art aussi, de cette même époque du hip-hop, qui sont devenus des artistes assez reconnus aujourd'hui, comme l'Atlas, Tank, DVAO, Yaz, pour Yacine Meknage, tous ces mecs-là. Qui étaient dans un atelier ensemble à l'époque. Et en fait, du coup, avec ma boîte, j'ai organisé plein d'expos éphémères, en fait, où j'avais des mélanges d'artistes que j'allais chercher, du classique comme Pontecorvo, qui est très figuratif, des trucs complètement abstraits, un peu à la Sunset, de la photo. Je suis allée récupérer des photos incroyables. Je travaillais avec Koukan, donc j'ai récupéré des photos de Douglas Kirkland, qui est le mec qui a pris Marilyn en photo, Marilyn Monroe, Paul Morisset qui bossait avec Andy Warhol et tout, voilà. Et j'avais un peu de sous de côté à l'époque, donc j'ai acheté plein d'œuvres. Et en fait, le problème quand t'achètes des œuvres, c'est qu'il faut les revendre normalement après. Mais j'ai pas réussi à les vendre. Et puis en 2013, j'avais plus de sous. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé d'aller faire la régie pub pour le magazine de l'UNESCO au Botswana. Et ça a été un gros tournant dans ma vie parce que... d'abord, j'ai appris vraiment ce que c'est le commercial, le porte-à-porte en Afrique, avec des hommes en plus, africains, indiens et tout ça. Puis moi, à l'époque, il faut imaginer que j'ai les cheveux très courts, blond platine. On va y arriver, c'était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Tu cassais les codes, quoi. Ah ouais. Mais ça, je pense que c'est malgré moi. Je casse souvent les codes. Et en fait, à chaque fois que j'arrivais dans un bureau de patron et que je voyais le Best of Botswana sur table, je savais que c'était mort. En fait, ils avaient maqué le marché, donc je ne savais pas qui étaient ces gens qui faisaient le Best of Botswana. Et puis un jour, je viens de vendre 2 pages à une dame qui faisait des taxis roses, d'ailleurs, je me souviens bien, pour les femmes. Je suis dans un bar d'hôtel, je prends un verre et là, j'ai un proudly African young man, tu vois, black comme ça, 3 pièces, nickel et tout, pas rien qui dépasse, qui vient me voir et qui me dit, je suis Tapelo Let Solo, je veux que tu fasses Best of Botswana, t'es trop bonne commerciale. Et je le regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait 6 mois que je vois ton bouquin partout. Voilà. Et en fait, on s'est rencontrés, j'ai réfléchi, etc. Et au bout de 3-4 jours, j'ai pensé que j'allais pas faire ma vie au Botswana, mais que par contre, je pouvais effectivement lui proposer de ramener ce projet et de le développer en France. Et donc, j'ai fait Best of Paris pour commencer. Après, ça s'est arrêté malheureusement avec le Covid. Mais donc, pendant 7 ans, j'ai édité ce livre qui était, en fait, qui rassemblait le meilleur de ce que fait la capitale. Donc, du fromager à Chanel, parce que c'est ça Paris. De la TPE à l'ETI, aux grands groupes, parce que c'est aussi important nos petites TPE et nos artisans que les entreprises du CAC 40. C'était un peu militant aussi, pour que tout le monde soit à la même hauteur. Alors c'était du public rédactionnel, ça ne se faisait jamais à l'époque non plus, donc je suis arrivée avec un truc un peu hybride. Et en fait, je suis arrivée dans le bureau de Joëlle Perrier, que j'embrasse tendrement, chez Chanel, et qui était directrice média à l'époque, et qui m'a dit « Ok, bingo,
Ça, c'était mon premier client. J'y vais, mais tu me mets du papier mat et une couverture souple. T'as marqué ça. Voilà, et ça, c'est le début de Best of Paris qui a duré 7 ans. Dans Best of Paris, j'ai des gens qui étaient redondants, que j'aime beaucoup, qui sont des partenaires que je connais encore aujourd'hui, dont un qui s'appelle Hervé Blaise, que je salue également, une entreprise qui s'appelle Le Dantec. Lui, il fait de la décoration de métaux, c'est du très haut savoir-faire français, c'est un maître d'art, enfin, c'est incroyable ce qu'il fait. Il fait des cabines de douche, je peux pas imaginer, c'est des sculptures, les trucs. Il travaille avec tous les grands architectes. Et en fait, lui, je l'ai vachement poussé, je lui ai fait du contenu, je lui ai fait des vidéos et tout. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, il faut personnaliser parce qu'il voulait jamais mettre sa tête sur aucun contenu que je faisais pour lui. Et puis il me dit, bah et alors, et toi? Et je dis, ouais. Il me dit, bah toi, on ne te voit nulle part non plus, hein. Tu te caches comme ça sur la photo dans le best-of, on sait pas que c'est toi. Communique toi aussi. Et je dis, ah ouais, c'est vrai. Et de là, a commencé à mûrir, en fait. Bon, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une émission, hein, parce que j'avais fait plein d'essais avant, mais de là a commencé à mûrir cette idée de faire C'est Excellent. C'est Excellent, c'est donc la première émission que j'ai eue sur Sud Radio, qui depuis bientôt 8 ans, qui est une émission qui part du même délire. En fait, je suis arrivée dans le bureau de Patrick Roger, le patron de Sud Radio, comme ça, en lui disant, bah moi je veux mettre La Fromagère et Chanel dans la même émission, et je veux créer le lien entre les deux, parce que c'est ça la France, c'est ça Paris, etc. Et il m'a dit, tu vas sortir de Paris, tu vas penser national déjà, parce que là on est sur une radio nationale. Et puis, à la place de mettre deux gens différents, tu vas effectivement faire ça, mais avec une personnalité médiatique pour qu'effectivement l'émission prenne son envol et qu'elle soit visible. Voilà. Et bien là, ça va faire 8 ans. C'est beau, c'est un beau parcours. Puis c'est bien parce que comme tu disais, tu casses les codes. C'est vrai qu'il y a peu d'émissions comme ça où on arrive à créer un lien entre la fromagère et la personnalité publique. Et toi, tu arrives très très bien à le faire. Dans ta force à toi, c'est tout ce qui va être le métissage. Si j'écoute un peu ton parcours, c'est ça, tu es parti de la mode en passant par la musique, le hip-hop, le classique, pour finalement attraper le micro. Oui, parce que le classique, j'ai une maman pianiste aussi, il faut le dire quand même, enfin, qui était pianiste, une grande pianiste, Rachmaninoff, etc., etc. Des parents très intellectuels, un peu de gauche, même carrément. Qui m'ont biberonné à Camus et à Mozart et à Brahms et un peu de Jimi Hendrix aussi. Ah ouais, voilà. Okay. Donc finalement, tu t'es fait ta vraie caisse à outils, quoi. Et tu pioches dedans selon un petit peu après tes envies. Et finalement, le concept que tu veux lancer, parce que tu es aussi productrice de tes émissions de radio. On coproduit. Alors mes émissions de radio, je les produis, ouais. Et puis toi, avec toi, on coproduit, là, Sens et Confidences, c'est un beau bébé, hein. Ouais, c'est un beau bébé. Il a eu du mal à sortir, celui-là. Comme ma fille. Vous ne pas sortir plus qu'à un bébé, hein. Donc tu vois, c'est l'histoire de ma vie, ça. Mais parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de ce que ça représente, même dans la vie. Parce que finalement, c'est beaucoup de préparation, déjà d'une. Deuxièmement, de risque. Tu es sorti de ta zone de confort. C'est pas donné à tout le monde de sortir de sa zone de confort, de façon générale. Et toi, tu as réussi, tu as voulu le faire. Et c'est chouette, parce que du coup, pour moi, tu es une vraie performeuse, quoi. En très peu de temps, il a fallu te réadapter, casser tes codes, oublier un petit peu ce que tu avais quelque part construit au préalable, tu vois, tout en gardant quand même l'essence et l'utiliser différemment. Bravo. Bah, ça se révèle aussi quand on nous voit, quand on est comme ça. Donc il faut un révélateur comme toi, tu vois. Après, c'est travail d'équipe. Ouais, mais il faut un regard à 360, sinon ça marche pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cherché à savoir et en même temps, je ne me suis pas montrée non plus. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut quelqu'un pour te pousser dans la lumière, parfois. Ouais, mais tu peux avoir des gens qui te poussent. Si la personne qui est poussée n'est pas prête, il y a rien qui se passe. Moi, j'ai accompagné beaucoup de talents comme ça, tu vois. Et à un moment donné, tu sens quand les gens sont prêts ou pas. Donc, c'est vraiment... Si tu n'avais pas été prête, tu n'aurais jamais fait ça, quoi. Je crois qu'on ne serait même pas rencontrés, en fait. En fait, quand je suis arrivée derrière le micro, d'abord, j'ai compris pourquoi la musique ne me manquait pas. Parce qu'en fait, c'est le micro que je voulais. Et quand je suis arrivée derrière le micro, j'ai fait « Ah, c'est ça !» Parce qu'en fait, tout d'un coup, tout ce que j'ai fait en com, tout ce que j'ai fait en commercial aussi, parce qu'il faut bien financer les émissions, tout ce que j'ai fait en travail de la voix, de l'éloquence, tout ce que j'ai fait en écriture aussi, parce que Best of Paris, mine de rien, je faisais des articles sur mesure pour les marques. Donc, en fait, j'ai travaillé mon journalisme. C'est comme si j'avais fait une école express. Pas express, hein, ça a duré 7 ans, donc voilà. Mais tout ce que j'avais, tu vois, tout fait dans ma vie, tout ce que je considérais à l'époque encore comme des errances, ont pris tout leur sens quand je suis arrivée derrière le micro. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai fait « Ok, je suis au bon endroit ». Ça a mis du temps. Tu t'es trouvée, quoi. Ouais. T'avais combien de temps pour te trouver ? J'avais 38. 38. J'ai mis 38 ans. Non, mais comme quoi, tout est possible. Ouais. On arrive toujours à renaître, trouver sa voie. Et, Bah oui, mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour renaître. Hein. Non, c'est vrai. On Bah, peut renaître même tous les jours. On peut renaître tous les jours, mais
J'ai l'impression que la vie, c'est quand même pas mal des cycles. Tu vois, là, on est dans un nouveau cycle ensemble, Julie. C'est Tout un à nouveau fait. cycle. C'est exact. Et la télévision? Alors, la télé, j'ai essayé plein de trucs sans vraiment aller au bout non plus, je pense. J'ai fait plusieurs pilotes, d'émissions, j'ai écrit plusieurs projets. Je pense que ça ne pouvait pas marcher tant que j'étais pas exactement à 99% proche de moi-même. C'est-à-dire que c'est comme quand je chante aujourd'hui. J'ai plus les blocages que j'avais quand je chantais. Ah oui? Bah ouais, la dernière fois j'ai chanté, ma voix elle, waouh. Ah, là, tu mets le à la bouche, là. Non mais parce que en fait, tout d'un coup, tout ce que je me crée comme blocage, comme c'est plus un enjeu, si tu veux, ça se décuple quoi, tu vois. Et qu'est-ce qui débloque le blocage pour toi? Le fait d'apprendre à m'embrasser, Le fait d'apprendre à à t'embrasser. m'embrasser, à me câliner, à m'aimer, à me respecter comme je suis, à ne pas me juger, jamais me juger. Ouais, je pense qu'en fait, on grandit quand on comprend qu'il faut tailler sa pierre. Il faut miser sur soi, c'est soi. Si on ne travaille pas sur soi, on ne peut pas participer à la société et au reste, aux choses plus élevées qui nous sont proposées. Ouais, puis même aussi faire le tri dans ce qu'on entend. Parce que tu vois, je pense que toi comme moi, si on avait écouté tout ce qu'on nous avait raconté, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ah ben non, mais moi je pense que même parfois ce qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune, parce que t'imagines bien qu'une jeune bourgeoise qui débarque dans le hip-hop, qui a aucun code et qui fait ce qu'elle veut, ça n'a pas tout à fait été apprécié par certains de ces messieurs. Hein. Donc j'avais pas... Ils se disaient, ils comprenaient pas en fait. Hein. Et donc ça, bah, moi en fait, plus ils me montraient du doigt, plus j'y allais. En fait. Plus je forçais le trait, quoi. Ah, puis on te dit non, et toi c'est oui, quoi. Non, mais plus on me désigne, t'es comme ci, t'es comme ça, en fait. Plus je te dis, ah, tu veux, ah ouais? Ah bah vas-y, on va voir alors. Tu vois. Ça, c'était beaucoup quand j'étais plus jeune. Bon, je me suis bien calmée depuis, parce que justement, tu vois, j'en suis à un moment donné où j'ai plus... D'abord, ce qu'on dit de moi, bon, On s'en fout. par quand c'est des gens qui sont importants. Et puis derrière, limite, ça me fait plus marrer qu'autre chose, quoi. Tu vois, je trouve ça marrant. Je trouve ça en fait marrant cette époque où on se fait des idées sur les gens sans les connaître, avec ce qu'ils montrent eux dans leur Instagram, alors qu'en fait ils sont quand même bien choisis ce qu'ils montraient aussi, si tu veux. Donc bon, c'est les gens qui ont l'impression de te connaître mais qui ne te connaissent pas, c'est tout un poème. C'est joli tout un poème. T'es très poète. Hein. J'adore la poésie, j'adore l'écriture, j'adore la littérature. Mais on le sent dans ton verbe. Ah bon? On sent quand tu fais tes émissions, tu discutes avec les gens. Moi j'ai cette chance de pouvoir discuter régulièrement avec toi, et c'est vrai qu'on le sent. C'est matérialisé quoi, par les recherches, par la lecture, par cette soif permanente que j'ai de connaître l'histoire de France et l'histoire du monde et les bouquins, et de relire Camus, parce que je suis dans Camus, là ça fait 6 mois que je suis dans Camus, mais il y a des essentiels comme ça, qui te donnent tellement des clés sur la vie en fait que, tu vois, quand je lis pas, au bout d'un moment, je sens que mon cerveau il va pas bien, il s'endolorit. Je peux pas me nourrir que d'images quoi. Je peux pas me nourrir que de... Et c'est comme le livre, pour moi, il se matérialise, ça peut pas être un truc, lecture à la machin, là. Ça marche pas non plus, il me faut l'objet. C'est comme les gens, il me faut les gens. Je suis pas bonne en Zoom, quoi. Alors je peux être une très bonne intervieweuse en Zoom, comme ça, quand c'est une interview de 5 minutes, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de faire une vraie interview, où tu vas aller chercher chez la personne, il faut la mettre à l'aise, il faut la ressentir, il faut la... Tu vois? Et j'ai besoin de la matière pour ça, sinon ça marche pas. T'es une vraie artiste, quoi. T'écris, tu chantes. D'ailleurs, tu nous as toujours pas chanté un morceau. Moi, j'aimerais entendre ta voix. J'ai jamais entendu ta voix chanter. En live. Ok. Quoi d'autre? Alors, on sent qu'il y a encore un petit blocage. Bon, on va chanter. Siempre fuiste la razón de mi existir. Amorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brillarte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Oh, 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 oh.
Franchement, c'est magnifique. Merci. Tu sais que c'est une de mes chansons préférées en plus. Ah ouais? Ouais. Ah bah moi aussi, tu vois, on a plein de points communs, Julie Théronie. Eh oui, c'est peut-être pour ça qu'on s'est rencontrés. Déjà dans le prénom déjà. Ouais. Mais t'aimes pas qu'on t'appelle Juju, toi? Non, moi j'aime pas Juju. Je Moi, trouve que j'aime c'est bien. réducteur. Moi je trouve que les gens qui se permettent de donner des surnoms comme ça te Moi met aussi, dans une mignon, case. Juju. Non, ça met dans une case. Moi, mon tonton, il m'appelle Juju. Mais ton tonton il fait ce qu'il veut. Tu vois. Mais moi il m'appellera jamais Juju. En plus, tu le connais, mon tonton. C'est pour ça que je te dis ça. Mm. C'est un grand monsieur de théâtre Du théâtre et de la télé. et de la télé aussi. Ouais. Grosse star de la télé des années 80, Georges Belair. Moi je m'en souviens hein, Mm. quand je regardais chez mes grands-parents. Alors, il y a eu, top. il y a eu Marié de la 2, Chevalier du Labyrinthe, Interville, avec vrai Marcel qu'il y a eu Béliveau à Interville l'époque. Ouais. Ah, il cartonnait. Il a même joué dans Médecin de nuit, Ah ouais? pendant longtemps. Il a même joué dans un James Bond. Non. Alors pour la petite histoire, mes Incroyable. parents partent en Inde. Ils décident d'aller voir James Bond au cinéma. Ils sont à Delhi. Et tout d'un coup, t'as la tête de Georges qui apparaît sur l'écran. J'adore cette histoire. C'est Voilà, génial, il a ça. fait de la figuration dans James Bond. Ah, c'est trop drôle. Ouais. Franchement, le truc improbable. quoi. Improbable. À l'autre bout du monde, en Inde, tu vois, genre à Puis en plus, Bombay ou je sais pas où. Aller au cinéma en Inde. Ouais. Déjà, il faut avoir l'idée quand même, tu vois. Et du coup, c'est un petit peu grâce à lui si tu as eu envie de faire tout ça ou rien à voir? Ma mère était une écrivaine de grande qualité. Catherine David me manque énormément d'ailleurs. Hein. Ça fait 3 ans qu'elle est décédée. C'était une virtuose du piano et c'était une journaliste hors pair aussi, un grande critique littéraire du Nouvel Observateur pendant plus de 35 ans, donc c'était une Ah ouais. référence. Et puis mon père, c'est un psychanalyste freudien qui a flirté aussi avec la littérature. Il a écrit un roman en 89 qui s'appelle Le Feu Sacré, Zélie Belair, et puis il a aussi inventé une méthode pour soigner la dyslexie, donc le mec a soigné, je sais pas, 5000 familles, tu vois. Voilà, et puis il était très ami avec des gens incroyables, dont notamment Arthur Miller, par exemple, qui est quand même la référence du théâtre américain, chez qui qui était aussi l'ex-mari de Marilyn Monroe, hein, chez qui j'ai eu le grand honneur de passer quelques jours dans le Connecticut quand j'avais 13 ans. Et donc j'ai une photo de moi, sa femme Inge m'avait acheté des faux ongles. Donc j'avais collé les faux ongles, j'étais toute contente. Et donc, il y a une photo de moi en train de faire comme ça à Arthur Miller, qui me fait le baise-main. Oh, Voilà, ça c'est la grande classe. la grande classe. Je sais pas, là, quand j'étais petite, je voyais John Baez à la maison, je voyais Jean-François Perrier. Enfin, c'était un milieu comme ça, de gens qui se côtoyaient tous, et il y avait des grands dîners. Je comprenais pas toujours qui il y avait en face de moi, mais je pense qu'il y a eu du lourd, quoi. Ouais, donc tu as toujours navigué un petit peu dans ce milieu-là. En tout cas, c'est pas un milieu qui t'était pas familier, quoi. Je trouve que c'est un milieu intellectuel. Ils n'étaient pas assumés en tant qu'artistes, voilà, mes parents. Je pense que d'ailleurs, c'est une grande frustration pour les uns et les autres. J'ai l'impression que moi, j'ai un peu pété les codes encore, justement. Moi, il y a un moment donné, on habitait dans un grand appart à Saint-Germain-des-Prés. Et l'angoisse métaphysique, si tu veux, ça me saoulait parce que je voyais bien qu'il y avait des gens qui crevaient la dalle pas loin. Et j'avais envie de rencontrer des gens avec des vrais problèmes, en fait. Bah, c'est ça qui s'est Donc passé. t'es partie en immersion, finalement, dans la banlieue. Alors, je suis pas partie en immersion dans la banlieue, je suis allée nettoyer le sol des Halles. Hein. En faisant la rotonde. Là. Après, la banlieue, c'est mieux après, parce que bon, forcément, il y a le RER qui parle de là. Tu vois. Mais non, moi, ce qui m'a attirée, c'est la culture hip-hop. Et j'ai eu la grande chance, vraiment, de côtoyer les gens qui ont fait le hip-hop en France, tu vois, aujourd'hui. Dont certains sont même décédés, quoi. Ils avaient tous 10 ans de plus que moi. Je montais pas mal sur mon âge. Et surtout, c'était dingue, en fait. Tous ces mecs qui ont créé ce qu'on connaît aujourd'hui, le popping, du popping en danse, à certains flows de rap que t'entends, les NTM, les Ragasonic, les Tontons David, tous ces mecs-là, je les voyais, ils étaient là, les Cut Killers, tous ces mecs-là, quoi. Ouais, tout ce Il que n'y avait je- pas beaucoup de femmes là-dedans. Bah non. Non. Non, tu devais Il y avait te sentir un Diams peu à seule. l'époque. Diams, elle est arrivée un peu plus tard. Non, quand même. 1996, elle était derrière le micro à Bougotop. Je m'en souviens très très bien. Le ventre de la baleine, c'était à Pantin. Moi, j'attendais longtemps avant de passer derrière le micro là-bas. Donc voilà. Et elle avait un polo jaune et un catogan bas. Et j'avais jamais vu une meuf chanter, rapper aussi vénère. Ouais, puis elle a ouvert pas mal de portes. Hein. Bah carrément. Ouais. Toutes les artistes Toutes qui les arrivent, femmes, ouais. Mm. Les femmes rappeuses aujourd'hui, bien sûr. Bah, c'est fou cette mixité finalement, le milieu que tu as côtoyé. Enfin, c'est comme ça aussi que tu montes tes émissions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le miroir de ton vécu, de ton parcours. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait vibrer, toi, aujourd'hui, Qu'est-ce qui me ferait vibrer, moi? avec tout ce que tu as vécu?
par rapport à tout ce que tu as vécu. Ça, De continuer à concrétiser ce que je fais là, c'est-à-dire que Sens et Confidences, ça fonctionne et que ça soit reconnu, et puis que les projets qu'on monte et qu'on développe là aujourd'hui soient encore plus visibles. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Judith enfant? Ça va aller. Ça va aller? T'inquiète. Alors, je fais cet exercice. C'est un exercice que je fais faire même en training, ça. Moi, quand j'ai vraiment un moment de mon enfance qui me remonte et qui m'angoisse parce que c'est de la peine ou de la peur ou je ne sais quoi, je vais me prendre la main. Je me ferme les yeux, je ferme mes yeux et je m'imagine aujourd'hui en train d'aller faire un câlin à cette petite fille. Et ça fait énormément de bien. C'est-à-dire que tu peux soigner aujourd'hui les blessures de ton enfance. Et moi, très souvent, je me parle petite. Devant un miroir? Non. Comme ça? Souvent le matin. Ok. J'ai des petits rituels le matin. Comme quoi? Déjà, jamais de téléphone au réveil. Très bien. Une demi-heure, quoi qu'il arrive, 30 minutes après être levée, je peux prendre mon téléphone, mais pas avant, parce que sinon ça va pas. Mais après ça, il y a yoga obligatoire. Alors yoga ou étirement, ou pilates, ou HIIT, ou ce que tu veux, ça dépend des jours. Okay. Ça part de 10 minutes, ça peut aller jusqu'à 50 minutes, ça dépend des jours aussi, et du type de session que j'ai envie de faire, etc. Mais le fait de faire ça me reconnecte avec mon enfant intérieur déjà, respiration, les angoisses, les trucs que j'ai eu dans la nuit, ils dégagent. Et surtout, en fait, je suis focus sur ma journée derrière. C'est-à-dire que derrière, en fait, il peut tout m'arriver, je bouge plus d'un iota. Quand je le fais pas, ça peut être un peu plus compliqué parfois. De pas m'énerver, ou d'être concentrée, ou de, tu vois. Ouais, je comprends, ça te met un cadre en fait. Tu programmes en fait ta journée, ton état. Alors ça me met un cadre, ouais, c'est un peu comme toi qui écris tes pensées le matin, on peut le dire, pour que ta journée soit bonne. Moi, je projette mon intention dans ma journée quand je fais ça. Puis d'enlever aussi les petites choses qui sont rugueuses, qui nous restent. Et par rapport à l'avenir, justement, tu l'envisages comment, toi, aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, les gens sont assez tristes avec tout ce qui se passe et c'est normal, il y a un espèce de climat un petit peu... Oui, mais les gens, ils vont me prendre pour une abrutie d'optimiste si je commence à te dire les choses. Ben non. Moi, je pense qu'au prorata de ce qu'il y a 80 ans, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, si tu veux, ça va déjà. Voilà. Déjà. Ensuite, si tu prends au prorata d'il y a 100 ans, le statut des femmes, l'état de la propreté, les maladies, les différenciations sociales, etc., ça va. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ça va mieux déjà. Donc ça va pas encore bien, mais ça va mieux. Alors, il y a des endroits où ça régresse, parce que c'est le propre de l'humanité. Je pense qu'on est dans un cycle où on flirte avec pas mal d'ombres. Je pense que les obscurantismes qui existent aujourd'hui ont existé dans toutes les époques, chacun à leur manière. Enfin, si on compare les croisades, c'était pas beaucoup mieux. Je pense que l'état du monde, en fait, alors c'est sûr qu'en Afghanistan, c'est catastrophique. C'est sûr qu'au Soudan, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, il y a des pays où c'est l'enfer, en fait, sur Terre. Mais au prorata, si tu dois prendre sur la globalité du monde, de ce que nous, on vivait il y a une centaine d'années, on parle de l'humanité d'il y a une centaine d'années, je veux dire, on va beaucoup mieux, quoi. Donc moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça va aller. D'abord, aussi, pareil, tous ces gens qui ont peur de l'intelligence artificielle, du changement du monde, etc., c'est la même chose qu'en 1856 ou 46, quand il y a commencé à avoir l'électricité, la tour Eiffel qui sort de là, le métal qui se plie, enfin, les gens, ils hallucinaient, il y a plein de métiers qui se sont perdus. Enfin, on est en pleine révolution industrielle, en fait. C'est la même chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Complètement. On est dans un passage dans un autre monde. Donc forcément, les gens qui étaient confortables dans le monde d'avant, c'est un peu compliqué. C'est comme les gens qui disent c'était mieux avant. Ça, c'est la nostalgie du con. Voilà. Je ne suis pas du tout nostalgique. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant et que, en fait, cette période qu'on est en train de passer, qui est polarisée de partout, etc., c'est aussi qu'à un moment donné, il faut peut-être toucher le fond pour remonter et que là, il faut qu'on y aille. On y va tout droit, de toute façon. Mais il y a plein d'autres trucs qui se passent bien, en fait. Je sais pas, il y a quand même des astronautes qui sont allés voir la face cachée de la Lune. Il y a le tigre de je sais plus quoi qui est plus en extinction. Il y a plein de bonnes nouvelles. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, les médias, dont je fais partie, sont très, très responsables de cette polarisation globale. Et parce qu'en fait, les algorithmes des réseaux sont faits comme le cerveau humain. On s'accroche toujours plus au négatif qu'au positif. Et que donc, forcément, pour avoir du buzz, pour qu'on ait visible, aujourd'hui, il faut balancer du négatif, quoi. Oui, mais finalement, il y a de plus en plus de médias qui se développent, surtout sur les réseaux, dans lesquels justement ils prônent le positif, quoi. Et c'est ce que tu fais aussi avec Sens et Confidences, finalement, parce qu'on n'est pas là pour... C'est ce que tu fais avec moi. Toi, tu fais ça aussi avec l'association des maîtres restaurateurs, etc. Tout ce que tu fais, en fait, c'est créer des contenus où tu te fais plaisir pour faire plaisir, on est d'accord? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais c'est hyper important, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller trouver une bulle d'écoute agréable? Moi, sur les podcasts que j'écoute, je me rends compte que j'écoute pas des débats où les gens ils se déchirent, ça marche pas, quoi.
J'écoute des trucs d'histoire, j'écoute des conversations intéressantes où j'ai l'impression que je vais apprendre quelque chose et où surtout je passe un moment agréable en fait. Donc ouais, je pense que les gens, ils ont besoin d'amour. Tout à fait. Vraiment. C'est chouette, merci. Mais merci à toi, J'ai Julie. pris beaucoup d'amour là. Tu vois. On est toutes les deux.